Chers amis, nous nous retrouvons donc pour 3 heures, comme toutes les 4 semaines, pour un libre journal de la résistance française. Comme vous allez le voir, nous sommes parfaitement dans l'actualité. J'ai donc le plaisir d'accueillir ce soir à ce micro, pour la première partie, François Bousquet, qui se trouve à côté de moi, qui vient de signer dans Valeurs actuelles et spectacles du monde un dossier Richard Millet. Voilà, un double entretien avec Richard Millet. Voilà. Pascal Lassalle, qui est un invité habituel de cette émission, blogueur, activiste et subversif. J'ai droit à une nouvelle qualité à chaque émission, c'est formidable. Bonsoir, chers auditeurs. Comme c'est un homme multicarte, ça lui permet d'intervenir sur toutes sortes de sujets. J'ai le plaisir d'accueillir Pierre-Guillaume Deroux, éditeur. Donc là, vous vous dites, il y a déjà ça nous dit quelque chose parce qu'on a peut-être vu son nom quelque part. Donc c'est un éditeur qui est vraiment lancé, et j'ai donc le très grand plaisir d'accueillir Richard Millet. Donc Richard Millet, pour les auditeurs qui n'auraient pas entendu parler de lui, c'est que vous n'écoutez pas Radio Courtoisie, que vous n'avez pas la radio, que vous n'avez pas la télévision, vous n'allez pas sur Internet et que vous ne lisez pas de journaux. Alors, Richard Millet est l'intellectuel, l'écrivain de cette rentrée littéraire française 2012, et par exemple aujourd'hui il fait la une du Nouvel Observateur. Il y a 8 pages qui sont consacrées aux néo-fachos. Donc vous avez Richard Millet en photo avec Éric Zemmour. Voilà. Donc c'est tout vous dire le niveau d'intelligence de mes confrères que j'ai l'habitude de détester. En général, quand on me demande si je suis journaliste, je dis je suis artisan photographe, parce que j'ai tellement honte de cette profession que c'en est effondrant. Donc Richard Millet est un terroriste de la plume. Donc Richard Millet a publié toute une série de romans. François Bousquet en parlera peut-être tout à l'heure. Mais on va rentrer très directement dans le vif du sujet. Il a publié début septembre aux éditions Pierre-Guillaume Deroux. Il a signé 3 petits volumes. Nous parlerons essentiellement de 2, même si le 3e présente un grand intérêt. Donc il y a Intérieur avec 2 femmes, qui est un récit assez extraordinaire d'une équipée dans des Pays-Bas transformés par la culture islamique, à l'occasion d'un colloque qui était organisé aux Pays-Bas, et où Richard Millet avait été appelé à s'exprimer. Je suis pas absolument certain qu'on l'appellera encore beaucoup pour qu'il s'exprime dans ce cas. Je le vois qui est en train de rire, parce que c'est un homme qui est totalement inconscient. Il a donc signé un ouvrage vraiment que je vous recommande, qui a un essai formidable. Tout est dans le beaucoup de choses sont dans le titre. C'est De l'antiracisme comme terreur littéraire. C'est un ouvrage d'une intelligence formidable. Et il a signé également Langue fantôme, et qui est suivi de 17 ou 18 pages, qui sont les pages qui ont fait le plus scandale, parce que les journalistes français n'ont pas l'habitude de lire, et qui s'appelle Éloge littéraire d'Anders Breivik. Donc il faut rappeler qu'Anders Breivik est ce Norvégien qui a été condamné à 21 ans de prison début septembre pour avoir organisé un attentat et avoir exécuté sur une petite île. Au total, il a tué 77 personnes qui jugeaient coupables pourrait-on dire, de favoriser le développement de l'immigration et de l'islam dans son pays et dans les pays européens en général. Richard Millet est d'abord un écrivain, c'est absolument pas un homme politique, il nous le dira peut-être tout à l'heure. Il est également, et ça c'est très important, il est éditeur chez Gallimard, il était membre du comité de lecture dont on parlera certainement. Il vient d'être remercié à la suite il a démissionné à la suite de pressions absolument délirantes. Et je vais lui laisser la parole, ne vous inquiétez pas, j'ai pas l'habitude de parler comme certains à ce micro, mais j'ai quand même relevé je vais juste sortir quelques mots des comptes rendus qui ont été faits des livres de Richard Millet. L'écrivain kamikaze, lugubre, élucubration, ça c'est le Clasio. Extrême droite nauséabonde, ça c'est aussi le Clésio. Lynchage, provoquant, les inrocs en facho dans le texte abject. Bernard-Henri Lévy, un phalangiste à la NRF.
Je vous passe Tahar Benjeloun. Je vous passe Annie Ernaux qui a lancé la pétition des écrivains dans le monde. Mais je crois que là, je vais laisser la parole à François Bousquet, parce que vous l'avez parfaitement décrit dans Valeurs Actuelles, je crois que c'était la semaine dernière, ce lynchage absolument délirant. On peut dire qu'on n'avait pas vu ça depuis 1944. À peu de choses près. Il y a un précédent, c'est l'affaire Camus, il y a à peu près une dizaine d'années, enfin, je crois même il y a 10 ans, jour pour jour, sinon année pour année. Oui, mais un peu plus que 10 ans. Quand même plus discret. Là, ça prend une ampleur. Peut-être faut-il remonter à la grande polémique contre la Nouvelle Droite en 79, qui avait appelé 1000 articles, des dizaines de livres. Oui, il y avait eu une ressuscité en 93 avec le complot rouge-brun. On essaie de relancer c'est un un peu la gimmick. machine. C'est un gimmick. Ouais. C'est vrai que cette fois-ci, ça prend une ampleur absolument sidérante. Mais ça s'explique. Et il faudrait d'abord planter le décor, et expliquer qui est Richard Millet. Je viens de le faire. Non, mais je sais que vous allez le compléter. Le champ du cygne de la littérature française est engagé depuis un demi-siècle. Il y a de temps en temps des exceptions, des anomalies, des accidents industriels. Millet en est un. Enfin bref, il y a une poignée de grands romanciers aujourd'hui. C'est Bergogneau, c'est Michon, c'est Millet, c'est Camus, quoi. Donc c'est un personnage éminent dans cette République des lettres, qui est un petit milieu. Feutré, comme le disait Réroll dans le papier qu'elle a fait paraître dans Le Monde contre Richard Millet. Donc c'est l'important, c'est surtout la légitimité de Millet qui les impressionne. C'est qu'il est incontestable pour tout le monde qu'on a affaire à un grand écrivain. Je me répète, la chose est assez rare aujourd'hui, où il y a une quantité astronomique d'écrivaillons, les écrivaillons qui ont pétitionné tapageusement contre Millet, dont à 95%, j'ai beau passer mon temps à les lire, je dois dire, j'ignore tous leurs noms. C'est important, je vous interromps un instant. Il est important de rappeler en effet que Richard Millet est un des très grands écrivains français contemporains, parce que vous aurez observé que depuis quelques semaines, ces critiques ou ces pseudo-critiques, ces journalistes, ne cessent aussi de le rabaisser en tant qu'écrivain. Voilà, donc ils sont... Ou de parler d'écrivains obscurs, insignifiants. Ou alors certains, visiblement, n'avaient jamais entendu parler de Richard Millet. C'est malheureux quand on se dit critique littéraire. Quant aux autres, c'est bien stratégique. On peut penser à un primitif de l'Express. Ne parlez pas tous en même temps, Pierre-Guillaume, continuez. C'est une bonne vieille tactique que nous connaissons, mais il est important de repréciser qu'en effet, Richard Millet est à la tête d'une œuvre considérable de plus de 50 titres, avec des romans, des récits, des essais et des romans emblématiques et admirables, comme Ma vie parmi les ombres, pour n'en citer qu'un. Pour venir, vous citer Ma vie parmi les ombres, donc avant d'en venir au cœur de l'affaire et au cas Millet, comme dirait Bernard-Henri Lévy, Ma vie parmi les ombres, votre œuvre est consacrée à la fin d'un monde, à la fin d'une ruralité, à la fin d'une paysannerie, avec une phrase qui est magistrale, vous n'en finissez pas de l'étirer, votre phrase. Donc on n'avait pas eu ça. Moi, j'avais pas eu ça depuis très très longtemps. Donc en dehors de Assouline, qui a été assez honorable, plus qu'assez honorable, puisqu'il est arrivé qui vous critique par le passé, mais aujourd'hui, il veut pas aboyer hurler avec les loups, et qui vous concède, enfin c'est pas exactement le terme, mais qu'il faudra employer comment dirais-je, j'allais dire génie, la grandeur de votre œuvre. Pour le reste, en effet, c'est le coup de pied de l'âne. Il faut qu'il débine ce que vous êtes en tant que romancier, quoi. Alors pour en arriver au lynchage, c'est un classique au fond, simplement. Sinon par l'ampleur et les superlatifs que ça appelle. Vous aviez fait fort il y a déjà plusieurs années avec le sentiment de la langue, et là vous remettez le couvert en quelque sorte, avec 3 textes. Moi j'insiste, Intérieur avec 2 femmes appelle également, doit être lu, puisque c'est un récit. Le narrateur, on imagine que c'est l'auteur, et en l'occurrence vous débarquez à Rotterdam dans des rêveries de peinture flamande, de polder, d'Europe, Et puis vous êtes confronté à ce minaret de la mosquée, d'une nouvelle mosquée qui domine la ville, qui la domine physiquement et symboliquement. Et il faut le lire, puisque on voit déjà dans Intérieur avec 2 femmes les réactions du milieu littéraire à votre rencontre. C'est la stupéfaction. Comment un homme intelligent peut-il professer de telles idées? C'est de l'ordre de l'inconcevable pour eux. Comment Balzac peut-il défendre le roi et le catholicisme? Ça leur échappe complètement. Je vous laisse. Je vais peut-être vous laisser parler, Richard Millet. Comment vous en êtes venu à écrire ce livre-là?
J'avais depuis longtemps le désir de raconter ce voyage en Hollande et cette, comment dirais-je, coupure qu'avait opérée la découverte de la mosquée de Rotterdam. En réalité, il s'agit de l'ancienne mosquée, mais on en a construit une plus grande encore à Rotterdam, qui est d'ailleurs la plus grande mosquée d'Europe. 5000 places de fidèles peuvent s'y trouver. Donc, voilà. Mais en fait, c'était pas du tout centré sur cette question de l'islam. C'est un voyage intérieur plutôt, entre deux femmes, un amour qui s'achève et un autre amour qui commencera à la fin. Mais c'est surtout pour moi une réflexion sur le temps intérieur, la peinture hollandaise, la musique, enfin le rapport au fond à cette grande culture européenne qui nous a tous fait et qui est en train d'être jetée aux orties. Et comment vous expliquez cette amnésie des Européens à l'égard de leur propre culture et leur fascination inverse pour des cultures importées? Je pense qu'il y a le naufrage de l'enseignement qui n'apprend plus rien, qui apprend surtout peut-être le dégoût de soi et qui prétend qu'au fond, je ne sais pas, un tel règne d'un roi noir obscur dans le Sahel est aussi important que le siècle de Louis XIV. Je ne dis pas que ce relativisme soit complètement dénué d'intérêt, mais on peut penser qu'il y a, pour un écolier français ou un lycéen français, des sujets plus importants, c'est-à-dire, au fond, la propre histoire de cet écolier, de ce lycéen. Donc tout ceci n'a plus aucun intérêt, et même l'histoire européenne me semble aujourd'hui bradée dans ce relativisme généralisé. Donc on est passé de la culture au culturel. Le culturel étant au fond la partie la plus scintillante du multiculturalisme. C'est-à-dire au fond c'est l'insignifiance à la portée de tous. Alors je crois qu'il faut vous citer parce que vous avez François a dit que vous aviez vous écriviez bien, mais c'est mieux que ça, quoi. Non, mais je ne cherche pas à vous flatter, mais c'est un véritable plaisir de lire parce que vos livres, ces ouvrages ne sont pas épais, ceux que vous avez sortis, mais on ne peut pas en lire quelques phrases sans s'arrêter, sans commencer à réfléchir. Donc je vais juste en sortir, je vais extraire un extrait de Langue fantôme. Donc à la suite, vous avez donc cet éloge littéraire d'Anders Breivik sur lequel on viendra, mais plus tardivement, parce que je pense que c'est un phénomène secondaire, c'est un phénomène c'est un épiphénomène qui a permis à la presse de s'en emparer. Il est évident que nous vivons au milieu d'ordures. De l'ordure littéraire, artistique, musicale, cinématographique, architecturale, seule la musique, le plus savant des arts, semble échapper à la paupérisation générale. La dégradation du savoir obéit à la haine du temps, c'est-à-dire de soi. Et puis ça continue, mais tout ça, vous le faites quand même remonter, parce que vous le datez très bien, phénomène assez récent, vous le datez quand même, vous en parlez d'ailleurs dans d'autres ouvrages, vous datez largement de mai 68. Vous avez c'est un peu un phénomène déclencheur que d'autres ont mis bien avant. Oui, enfin c'est là que, si vous voulez, pour moi je vous lis juste, ce phénomène est relativement récent puisqu'on peut le dater de l'année 68, dont je ne retiendrai non pas la libération des mœurs ni les désordres estudiantins, mais la ruine de l'idée d'enseignement et la surestimation des systèmes d'oppression, c'est-à-dire la mystification politique d'une révolution qui n'en était que le simulacre littéraire. Tout à fait. Pour moi, la pierre de touche, c'est l'enseignement. À partir du moment où l'enseignement est malade, le reste est malade. On ne transmet plus rien, on refuse de transmettre. Mais 68 en tant que tel, c'est un petit chahut d'étudiants, doublé d'une grève générale. Bon, en soi, ça n'a aucun intérêt particulier. Quand vous avez au même moment le printemps de Prague, en fait, la répression du printemps de Prague, des choses de ce genre. Mais en réalité, c'est presque une question métaphysique. Je veux dire, à partir du moment où l'enseignement, dès 1969 et 70, commence avec des réformes qui vont éradiquer au fond l'idée de verticalité, de transmission et toutes ces choses-là, de culture, de respect de la langue, d'amour de la langue, mais vous n'avez plus rien. Qu'est-ce que vous voulez avoir d'autre? Qu'est-ce qui se transmet? Il se transmet des espèces de micro-savoirs sans intérêt qu'on voit bien, auquel Wikipédia a donné une espèce de légitimité négative. De matérialité, ouais. Voilà, de matérialité archipélique, archipélagique, sans aucun intérêt. Au fond, les gens ne savent plus rien et je pense sont heureux de cette absence de savoir. Ce qui fait qu'au fond, on a rejoint les caractéristiques, on retrouve là les caractéristiques des régimes totalitaires, sous d'autres noms, avec d'autres modalités, et de façon, pour parler breton, plus soft.
Mais quand là, on peut dire, on sait que vous appréciez les armes, ça vous a été très reproché, mais enfin, tout homme qui se respecte, enfin en tout cas tout homme qui se, oui, un homme, je dis pas les femmes, mais tout homme qui se respecte aime les armes. On est toujours fasciné par les couteaux, on s'arrête devant les armureries, etc., même si on ne tire pas soi-même, etc. C'est un phénomène qui est intrinsèquement... Pas tous les hommes. Ouais, mais c'est quand même... Peut-être ne suis-je pas un homme. Non, mais c'est un phénomène... C'est un phénomène quand même, je considère, plutôt intrinsèquement Pareil masculin. pour vous. Donc là, non, mais c'est un phénomène naturel. C'est pas des espèces de trucs d'écolo. Ouais, non, bon, je sais bien, voilà. Donc, là, vous avez sorti quand même 3 livres en rafale. Et dans lesquels vous êtes beaucoup plus clair que précédemment. Vous jetez un peu dans l'arène. Qu'est-ce qui a été le phénomène déclencheur? Parce que vous êtes dans un monde très intellectuel. Vous êtes à Saint-Germain-des-Prés, pourrait-on dire. C'est un peu ce qu'il disait Besson dans Le Point, où il prenait un des rares à avoir pris votre défense, où il dit, je crois, panique sanitaire à Saint-Germain-des-Prés. Bon, donc ce sont des gens que vous fréquentez depuis des années. Comment avez-vous pu les supporter, ou est-ce que c'est vous qui l'avez découvert petit à petit? Je ne supporte personne, si vous voulez. Je vais travailler, ou j'allais travailler à mon bureau tous les après-midi, et voilà, je faisais un travail pour lequel j'étais payé. C'est une chose. On n'est pas forcément obligé de fréquenter, c'est-à-dire que je ne suis pas quelqu'un qui va dans les cocktails, qui entretient des relations mondaines avec d'autres éditeurs. J'ai quelques amis, j'ai des auteurs que j'aime et qui me respectent et que je respecte. Voilà. Ma participation au germanopratisme se limite à ça. Maintenant, vous parlez de rafale, oui, c'est une décision, et que personne d'ailleurs, ou très peu de ceux qui m'attaquent ont relevé, à savoir, il y a 3 livres. C'est au fond presque une donne, comme on dit aux cartes. 3 livres, complètement différents. Le premier est un récit, on en a déjà parlé. Le second est un essai sur la littérature, avec ce texte sur Breivik qui conclut Langue fantôme, dont le sous-titre est Essai sur la paupérisation de la littérature. Et le troisième est un plaidoyer de l'antiracisme comme terreur littéraire, dans lequel j'espérais, sans doute suis-je encore naïf, en finir avec ces accusations perpétuelles de racisme qui me sont adressées dès lors que je regarde je dis ce que je vois au fond, dans le métro par exemple. Donc voilà, au fond, rien n'a été lu de tout ça. On a lu le titre Éloge littéraire d'Anders Breivik et on s'est arrêté à ça, point final. D'où le scandale qui est né de cette non-lecture. Au fond, ce qui est scandaleux, ce n'est pas moi, c'est le fait qu'on ne lise pas un écrivain pour l'accuser du pire. C'est un classique de... Oui, malheureusement, ce n'est pas nouveau. Oui, c'est pas nouveau, mais là, il se trouve que j'en fais des frais, oui. Que le prix à payer est assez considérable pour moi. Je reviens sur La Langue fantôme, qui est un essai magnifique sur l'effondrement de la syntaxe, sur l'affondrement de la culture, hein, sur le basculement dans le tout culturel. Hein. Et en effet, c'est étrange que c'est la politique de l'autruche. Hein, on évoque souvent les bisounours. Moi, j'ai plutôt en tête, c'est ma génération, c'est pas la vôtre. Hein, Casimir et l'île aux enfants, dans laquelle c'est toujours le printemps. Et vraiment, c'est Casimir. Donc, dans Casimir, évidemment, quand on prend le RER, c'est le printemps. Je veux dire, c'est les couleurs fluorescentes de l'arc-en-ciel. Hein. Ils sont dans le déni. Et vos livres, évidemment, c'est le retour du refoulé, c'est le réel. Hein. Et le choc du réel, ils ne peuvent pas l'admettre. Hein. Il y a 2 configurations possibles lorsqu'on est confronté au réel. Hein. Soit on le nie jusqu'au bout, et auquel cas on s'enferre, on s'entête, on meurt et on disparaît. Soit on accepte la confrontation avec le réel, évidemment, là elle est souvent douloureuse, c'est souvent brutale, hein. Mais ils s'y refusent, c'est toute notre époque s'y refuse, il suffit de les lire, c'est étrange, on vit dans un monde qui est en train de basculer à droite, hein. Thibaudet disait dans les années 20-30 qu'il y avait un mouvement sinistrogire, le monde basculait à gauche, que là il y avait une pente du monde, et que le monde allait dans le sens de l'histoire, et c'était la gauche qui était porteuse du sens de l'histoire. Hein. De toute évidence, quand on regarde les résultats des élections en Europe, aux États-Unis, ailleurs, le monde bascule à droite. Hein. Mais ce clientélisme culturel, cette masse culturelle, ce tiers-état culturel, hein, qui domine l'édition, enfin, vous le voyez depuis un mois, Pierre-Guillaume Duroux le voit, enfin je le vois, le journalisme, qui est en complet décalage avec puisque Maurras s'appelait le pays réel, hein, puisque le pays réel n'est plus du tout là-dedans. Le pays réel, justement, accepte la réalité. Mais eux ne veulent pas y être confrontés. Et vous, évidemment, vos livres arrivent comme des gifles, puisque vous les sortez de leur amnésie, de leur somnambulisme.
Donc comment accepterait-il ces livres-là? Enfin, Absolument. Est-ce que vous avez été étonné par est-ce que vous attendiez aux réactions, je sais pas, Pierre Guillaume en tant qu'éditeur et Non, et pas vous, du tout. Richard Je pensais que les aboyeurs habituels et stipendiés par le capital aboieraient, joueraient leur rôle. Mais non, un scandale pareil, non. Alors les raisons sont multiples. On m'a reproché d'avoir joué sur deux tableaux, éditeur et écrivain. On a cherché à atteindre l'éditeur à travers l'écrivain. Ils ont réussi. Maintenant, ils cherchent comme ils ont eu l'éditeur, ils cherchent à avoir, comme tu le disais, Pierre Guillaume, l'écrivain. Mais celui-là, ils ne l'auront pas. Alors, puis vous avez descendu magistralement. C'est le Clésio. Je peux pas dire le fond de ma pensée sur Jean-Marie Gustave Le Clésio. Pourquoi? Allez-y. Non, je veux dire, le fond de ma pensée, c'est tellement rien. Le pauvre, il avait fait le procès-verbal, qui est un livre précoce et assez brillant, quoi, et prometteur. Hein. Et puis il en finit pas de chuter depuis 30 ans, je pense, sinon plus. Hein. J'ai plus en tête les phrases. La césure, c'est désert. Ouais. J'ai plus en tête les phrases que Richard Millet lui consacre, qui sont, c'est un éreintement en règle. Hein. Donc, je vais pour Millet Le Clésio. Voilà, c'est que vous touchez à l'intouchable Le Clésio, vous le blessez, et en plus vous touchez à quelque chose, à l'interdit. Annie Ernaux, il me semble que quelque part, mais peut-être je me trompe et vous allez me corriger, il me semble que vous l'avez également ramassé en non, vol. pas du tout, non, pas du tout. Pas du tout. Pourtant, ça s'imposerait, pour ce qui me concerne, mais. Non, c'est pas un écrivain qui m'intéresse, donc je n'ai jamais ouvert un de ses livres, donc pour moi c'est quelqu'un qui n'existe pas, donc je ne vois pas pourquoi j'en parlerai. Le Clésio, je voudrais quand même vous corriger un peu, si vous permettez. Je ne suis pas du tout anti-Le Clésio, je dis simplement que je trouve que sa syntaxe est bête. C'est-à-dire, elle est un peu gnangnan, quoi. Elle est le parfait reflet de sa pensée qui va dans le sens de la propagande. Je pense que c'est multiculturaliste, facile, manichéenne. Les Blancs, les Occidentaux sont tous épouvantables, mais les Indiens, etc., sont magnifiques. Bon, c'est tout ce que je dis. J'essaie de voir, au fond, de faire une sorte de configuration de l'effondrement du style. Or, dans la littérature, et il me semble que le Clésio en est le parfait représentant de cet effondrement du style. Effectivement, on n'a plus les grandes fresques de la guerre, des géants, de ses premiers livres, du livre des fuites, qui étaient quand même des choses beaucoup plus intéressantes, puisqu'ils s'affrontaient à ce moment-là au vrai réel, c'est-à-dire aux mégapoles, enfin, etc. Depuis, c'est de la propagande, voilà. Et sur la question de l'effondrement du style, elle est capitale et centrale chez vous parce qu'elle conditionne tout. Et puis je pense qu'il faut, enfin vous allez nous répondre qu'il faut l'entendre au sens large, au sens du style c'est l'homme. Hein. C'est que cet effondrement conditionne entraîne un appauvrissement de la pensée. Les gens ne savent plus se tenir, hein. Les gens ne savent plus penser. Donc le style est vraiment au cœur de la polémique que vous avez, que vous avez déclarée à l'époque. Hein. C'est-à-dire qu'il pense que le style, c'est uniquement une espèce de petite torsion de la phrase, de cambrure un peu élégante et réactionnaire. C'est pas du tout ça. Le style, c'est aussi une manière de vivre. C'est aussi le goût. C'est aussi la culture. C'est tout ça qu'il y a dans le style. Et un autre réprouvé, Renaud Camus, ne cesse de le rappeler, à la fois par ce qu'il écrit et dans sa manière d'être. Et c'est tellement rare aujourd'hui, où on vit une époque d'une vulgarité effroyable. On vit au fond une époque d'américanisation, et l'américanisation, au fond, est devenue le symbole de vulgarité mondiale. Alors, justement, je voudrais citer un précédent ouvrage, mais parce que il fallait bien que je prépare un peu cette émission, donc j'ai pris dans Désenchantement de la littérature, qui est un de vos ouvrages précédents, justement sur cette question de la langue, qui absolument c'est la clé chez vous. Hein. Nous flottons dans une langue de bas empire, dont l'arrogante oralité a rendu en peu d'années obsolètes des siècles de rhétorique et rendu obscurs les monuments linguistiques. Nous marchons dans les décombres d'une grande civilisation dont nous devenons les Grecs et les Latins. Nous en appelons déjà aux générations à venir, sans être certains que notre antiquité sera en rien représentative, ni qu'un balancier historique nous assurera que ces générations nous liront. Donc vous êtes extrêmement pessimiste, mais en même temps vous êtes très réaliste, puisqu'effectivement,
vous le décrivez parfaitement, la pauvreté du langage, enfin, mais vous l'exprimez d'une manière littéraire, alors que d'autres en ont parfaitement parlé, comme certains enseignants, comme je pense à toute une série de gens qui ont critiqué l'école. Vous la vivez un peu de l'intérieur en expliquant qu'en fait, il y a très très peu d'écrivains français réels. Et que, pratiquement, on ne comprend plus les gens qui écrivaient il y a 100 ans. Parce qu'on n'a plus les codes même pour il y a les 30 ans, maîtriser. ou même il y a 30 ans. Et de toute façon, je crois que la littérature n'est pas morte. Je n'ai jamais d'ailleurs dit des choses de ce genre. Je pense qu'elle est sur une sorte de pente déclinante, mais pas seulement en France, partout. Ce qui me frappe, c'est ce qui se perd avec la littérature. C'est un peu, si vous voulez, comme si vous écoutez aujourd'hui la messe en si de Bach. Est-ce que vous l'écoutez de façon esthétique ou est-ce que vous essayez de comprendre de quoi il est question? Ou une passion, par exemple, de Bach. De quoi est-il question là-dedans? Est-ce qu'on peut écouter, par exemple, une passion de Bach tout en faisant abstraction de ce qui est dit? Qu'est-ce que c'est qu'une passion? Qu'est-ce que c'est qu'un évangéliste? Qu'est-ce que c'est, etc., etc. Vous voyez? Donc on ne comprend plus rien. Quand on va voir Notre-Dame, visiter Notre-Dame, qu'est-ce qu'on voit? Qu'est-ce que les touristes comprennent à ce qu'ils voient la plupart du temps? Mais j'imagine rien, une espèce de vague monument qu'il faut voir, qui fait partie d'un circuit. Donc la littérature est devenue un lieu qu'on ne peut plus fréquenter parce qu'on ne le comprend plus. On ne le comprend plus parce qu'on n'a plus les codes linguistiques pour comprendre, c'est tout. Je me demande, lisant par exemple, je relis, il se trouve ces jours-ci, Illusion perdue de Balzac, je me demande comment on peut comprendre le monde qu'il décrit. Comment un adolescent d'aujourd'hui qui ne connaît rien peut se représenter quel était Angoulême au début du 19e siècle. Alors pour faire comprendre... Pardon ? Je ne suis pas enseignant, mais je me mets à la place d'un enseignant, ça va être assez difficile et pourtant... Pour faire comprendre aux auditeurs donc de Radio Courtoisie, je rappelle que vous êtes sur Radio Courtoisie et que ce soir je reçois Richard Millet, son éditeur Pierre-Guillaume Deroux, et je suis accompagné par François Bousquet et Pascal Lassalle. Donc, j'ai juste vous citer juste un passage, parce que justement sur cette affaire de la musique sacrée, ou par exemple des cathédrales dont vous parliez, je pense que c'est un des éléments qu'on vous reproche. Peut-être pas directement, mais parce que les attaques sont toujours camouflées, etc. Mais donc, dans le texte, non, mais sur ce thème. Donc vous dites, vous vous présentez en disant Français de souche et de race blanche, hétérosexuel, catholique, pénétré du souci d'autrui autant que du mien, et par là soucieux de ce que j'ai reçu en héritage, notamment la langue, et de la transmettre à mon tour, croyant plus en la profondeur du sang et du temps qu'au vertige de l'horizontalité, aux extases de l'ubiquité transnationale, transsexuelle, pluriraciale et multiculturelle. Donc c'est assez clair. Évidemment, les Inrecuptibles disent « Millet signe ici un autoportrait qui pourrait tout aussi bien décrire n'importe quel fanatique d'extrême droite ». Or, en réalité, ça décrit un français classique, cultivé, normal. Exactement. C'est-à-dire un français blanc. Parce qu'il faut quand même jamais oublier que pendant quand même très longtemps, le français normal était catholique et blanc. Voilà. Et même quand il était modeste, on connaît la culture ouvrière, les gens investissaient dans la lecture. Il y avait des bibliothèques de littérature, d'éducation. Citation, on est plus sur le pathos du rédacteur plumitif des Inrecuptibles que, bon, fin de compte, le portrait, comme vous le dites, Emmanuel, qui reflète bien ce qu'on appelait jadis un honnête homme dans ce pays. Et je me souviens, vous aviez fait scandale dans une émission en déclarant un petit peu la même chose, en disant que vous étiez blanc catholique, sans s'excuser. Et vous n'étiez même pas transsexuel ni homosexuel. Je prends, dans ce passage qui est évidemment ironique, je prends la propagande, avec un grand P, à son piège, c'est-à-dire, au fond, à partir du moment où je veux dire ce que je suis, alors que dès qu'on est soit homosexuel, soit ceci, soit cela, on le déclare et c'est presque une sorte d'atout. Moi, je déclare l'absence d'atout qui est le mien, au fond. Vous voyez, je ne suis que ça. Je suis obligé de me définir, au fond, par soustraction. N'appartenant à aucune minorité, je suis bien obligé de dire ce que je suis malgré tout, et donc ça donne ce genre de discours.
Mais c'est pas moi qui revendique ce discours, ce sont les autres qui me forcent à tenir ce genre de discours. Et c'est le paradoxe de notre monde, c'est que les majorités, est-ce qu'en l'occurrence la définition que vous donnez de vous sur ce plan-là, c'est une définition majoritaire, puisque la plupart des gens sont en effet blancs, hétéros, mais catholiques. Ils ne peuvent pas le dire. Ils peuvent pas le dire, donc c'est le paradoxe de notre monde, c'est que la majorité n'ont plus le droit de citer. Bref, le grand nombre n'a, ce qui est un paradoxe. Mais ça n'est pas très nouveau, parce que ce qu'on appelle la majorité silencieuse est silencieuse avant d'être majorité. Ouais. Mais Camus a consacré un texte superbe à cette question dans le communisme. Donc, comme vous le citez pas, il faut rappeler que c'est Renaud Camus. Renaud Camus, qui n'a rien à voir avec Albert Camus. Et encore que j'ai rien contre son homonyme, son glorieux homonyme. Et de là, on en a déduit que j'étais homophobe, antisémite, antiraciste, tout ce que vous voulez, enfin, antiraciste, raciste. Raciste, enfin bon. Tout ce dont on a pu m'accabler, on l'a fait à partir de ça. Vous voyez, donc l'ironie ne prend plus aujourd'hui. Or, c'est extrêmement intéressant. Pourquoi l'ironie est-elle en quelque sorte évacuée du discours? Parce qu'elle est dangereuse. Parce qu'elle prend dans le langage les gens souvent à leur propre piège. Donc, Voltaire, aujourd'hui, je pense, aurait d'énormes problèmes. D'énormes problèmes. L'ironie est passible de la 17e chambre, je pense. Donc, mais ne serait-ce que, enfin, il y a un phénomène aussi, c'est que il n'y a pas seulement de l'ironie quand même chez vous. Non, il y a une affirmation claire et nette, ça, bien sûr. Mais ils sont tellement bêtes que la première réaction, en effet, est l'ironie, parce qu'ils sont d'une bêtise épaisse. Hein. C'est Merejkovski qui c'était le temps des mufles, je crois, qu'il annonçait Pierre-Guillaume. Ouais. Non, ce sont des mufles, hein. Donc ça n'empêche pas le sérieux, ça n'empêche pas la fermeté. Ni le courage. Moi, ce qui m'a frappé, j'ai eu l'occasion de parler de vous dans Valeurs Actuelles, hein, et de vous rencontrer avant cette émission. J'aurais recommandé d'ailleurs le numéro de Valeurs Actuelles où il y a un très très beau dossier. Richard Millet et Renaud Camus, qui s'appelle Qui veut lyncher les dissidents. C'est dans le numéro du 6 septembre. Et c'est tout à l'honneur de Valeurs Actuelles. Et un long entretien avec Richard Millet dans le numéro du mois de septembre de Spectacle du Monde. Hein. Et ce qui me frappait, j'avais l'occasion de vous le dire, hein, il y a une double question. D'abord, c'est pas une question de ma part. Hein. C'est votre courage. Hein. La chose la plus simple et la plus aisée au monde, c'est le courage. Et en général, c'est souvent le chemin le plus court vers le talent. Sinon, en tout cas, je parle de la simplicité, mais même du courage, hein, vers le talent pour un écrivain. Quoi. Mais c'est curieux. On n'a plus aucun risque d'être embastillé. Tout au plus d'être condamné financièrement. Au pénal, c'est rarissime, ça peut arriver, mais c'est rarissime. Hein. Et le courage s'est effondré. C'est qu'on a l'impression que le confort, la contrepartie du confort, c'est la peur. C'est que les gens sont timorés. Et alors que c'est tellement simple d'être courageux, je veux dire, de dire non, quoi. Et moi, c'est ce que disait Solzhenitsyn en 78 aux Américains, dans une conférence, Le déclin du courage, hein, où il attaque aussi violemment le communisme que le capitalisme. C'est un texte lumineux. Et il les met en vis-à-vis et il montre que c'est la même inanité, quoi. Et votre courage, moi, ça va être pour nous tous un exemple. Et comment réagissez-vous à cette avalanche, hein, personnellement, individuellement? Comment réagit-on quand on est, je veux dire, de toutes parts attaqué? Dans l'œil du cyclone. Dans l'œil du cyclone. Hein, D'abord, j'ai quelques amis. Guillaume, un éditeur fidèle. Hein. Et la propagande ne peut pas empêcher les messages de sympathie d'arriver. De lecteurs, d'inconnus, Et ils vous arrivent, hein. Bien sûr, et nombreux. Et de plus en plus nombreux d'ailleurs. À mesure qu'on commence à lire véritablement, que les gens commencent à savoir que ils auraient pu se laisser berner par le système. C'est très encourageant. Oui, heureusement. L'autre manière, si vous voulez, de se préserver, c'est de ne pas lire ce que les plumitifs écrivent. Donc Pierre-Guillaume donne la teneur à peu près de ce qui... La teneur de ce qui est dit sur moi, en général, c'est à peu près toujours la même chose. Et donc, je ne lis pas, donc je ne me laisse pas contaminer. Et simplement, bon, c'est très difficile parce que, je vous l'ai dit, j'ai dû quitter le comité de lecture de Gallimard, ce qui pour moi, était un bannissement. C'est d'ailleurs très curieux parce que j'avais vu à l'avant les vacances ce beau film russe, Le Bannissement, dont j'ai oublié, pardonnez-moi, le Sergueï Zviagin, enfin je ne sais pas, j'ai oublié le titre, un film splendide et je crois qu'il y a complètement habité comme ça par...
paysages, par la question de la vie et de la mort, et un film très lent, très antonionesque, vous voyez. Et je me disais que ce titre, Le Bannissement, avait quelque chose presque d'important. Je ne pensais pas qu'il était prophétique. Alors, et comment réagit l'éditeur, hein? Alors, je voudrais que Pierre-Guillaume Diraud dise quelques mots, et justement, qu'il nous raconte cette histoire extraordinaire, qu'il m'a raconté samedi, qui montre bien la manipulation médiatique à propos de ce libraire bruxellois qu'il faut citer. C'est monsieur Epitson, ou que sais-je, qui dirige la librairie Filigrane à Bruxelles. Qui est théoriquement la plus grande librairie de Bruxelles. C'est ce qu'il dit. Voilà. Bon, on peut avoir quelques doutes là-dessus. Mais ce qui est très amusant dans cette affaire, c'est que ce monsieur, donc directeur de la librairie Filigrane à Bruxelles, fait part sur les téléscripteurs de l'abjection de sa consternation à la lecture de Langue fantôme suivie des loges littéraires d'Anders Breivik, et annonce qu'il renonce à publier, qu'il refuse dorénavant de vendre ce titre. Il annonce même qu'il a renvoyé les ouvrages à l'éditeur. Et ce courageux libraire nous annonce tonitruant qu'il a ordonné que l'on retourne tous les exemplaires qui étaient arrivés dans sa librairie. Mais on a évidemment procédé à quelques vérifications, et il se trouve qu'il n'avait qu'un seul exemplaire dans sa librairie. Donc le retour a été assez simple, et l'affaire est quand même assez cocasse. Oui, mais ce qui est extraordinaire, c'est qu'elle est parue dans tous les journaux. Voilà. Alors ce qu'il faut dire, c'est que cette information ridicule, insignifiante, ce personnage s'est fait un coup de pub là-dessus, a été reprise en effet par tous les médias, a fait l'objet d'une dépêche AFP, d'une dépêche Reuters, etc., etc. Ça a été repris dans Libération, ça a été repris dans Le Monde, ça a été repris partout. Donc, on voit comment les réseaux ont pu fonctionner, c'est-à-dire que depuis 3 semaines, nous avons affaire à une espèce de délire hystérique autour de Richard Millet et de ses 3 titres, mais en particulier de Langue fantôme suivi des loges littéraires d'Anders Breivik, et tout est bon pour relayer la moindre information négative, y compris cette minuscule anecdote que je viens de vous rapporter. Oui, mais qui est très très symptomatique. C'est l'exemple même qui tue. On renvoie un ouvrage et on a, en équivalent publicité non payée, plusieurs centaines de milliers d'euros, puisqu'on est repère partout. Mais ça va exactement dans le sens de ce que veulent les médias, les journalistes, parce que si vous renvoyez un ouvrage d'Annie Ernaux, je doute qu'il y ait une dépêche AFP pour cela. Voilà. Donc ça en dit long. Moi, la question que François Bousquet me posait à l'instant, comment ai-je réagi, mais avec stupéfaction quand même. Je m'attendais, comme Richard, à ce qu'il puisse y avoir polémique, que les uns quelques journaux comme ça réagissent mais pas cette vivement, mais que ça prenne cette ampleur. C'est-à-dire que là, on ne sait plus où on va. Enfin, ça, que le Premier ministre lui-même... Jean-Marc Ayrault a fait une déclaration à ce sujet. On n'est plus dans la rationalité. On est parti en spirale et en vrille, et on se dit, mais quand tout cela va-t-il s'arrêter? C'est délirant. Pascal Lassalle. Délirant. Oui. Moi, je reviens un petit peu à un propos que je tenais sur une autre antenne, à savoir que je pense que nous sommes à l'ère de la dissidence. D'ailleurs, François a utilisé le bon terme dans l'article que vous avez signé dans Valeurs Actuelles, que des brèches s'ouvrent. Et je crois que le système, et en particulier donc tous les sycophantes stipendiés qui tombent dessus régulièrement, donc sur tous ceux qui sortent des sentiers battus, sont sur la défensive plus que jamais. Donc je crois que ça peut contribuer à expliquer la levée de boucliers totalement inouïe, totalement démesurée, que nous voyons dans cette affaire. Et je pense que ce n'est pas terminé. Et on peut remarquer effectivement ces derniers mois qu'il y a de plus en plus de personnalités qui justement se révèlent en quelque sorte des réalités que tout un chacun de sensé peut constater dans ce pays. Je pense à des Robert Ménard, je pense à une Véronique Jeunesse sur les ondes l'autre fois qui a parlé d'islamophobie de manière assez courageuse sur iTélé et d'autres. Donc je pense que c'est un phénomène qui va s'accentuer. Enfin, qui va s'accentuer, je ne sais pas être optimiste de ma part, mais je pense qu'on est quand même dans cette tendance-là. François parlait de droitisation, d'extrologisation de la société. Moi je pense qu'on va plus vers l'ère de la dissidence, des constats déchirants, le réel qui éclate. Qui explose dans le jeu. Ça, c'est ma première réflexion. Deuxième réflexion, on parlait tout à l'heure du courage de Richard Millet. Bon, moi, je n'ai lu que 3 ouvrages de Richard Millet.
Celui qui m'a le plus marqué, c'est la confession négative, dans lequel Richard Millet rappelle qu'il a été, comme un Singer, bon, la comparaison n'est pas anodine de ma part, un écrivain guerrier, qui a mis la peau au bout de ses idées d'un engagement. Celui du Liban, c'est d'ailleurs un ouvrage qui m'a beaucoup marqué par son âpreté, par sa rudesse, par sa vérité. Moi-même, j'ai éprouvé une passion pour le Liban des années 80, à l'époque de l'assassinat de Bachir, et d'autres. Donc ça m'a rappelé aussi l'histoire personnelle. Mais même, je ne suis pas vraiment surpris de ce courage qui est allé croissant chez lui. Bon, depuis Fatigue du sens, mais bien avant. Parce que c'est et moi, voilà, bien sûr. À 20 ans. Et moi, pour officier dans ce qui il fut convenu jadis d'appeler l'instruction publique, je suis d'autant plus sensible aux arguments qu'il a pu développer sur le plan de la faillite de la littérature, qui trahit en fin de compte la fin d'un cycle, la faillite d'une civilisation. Alors, j'aimerais que vous nous parliez un petit peu justement, parce que c'est pour un exemple, pour illustrer, c'est l'accusation de racisme. Qui est quand même de l'antiracisme comme telle erreur littéraire. Bon, c'est la première fois, il y a eu des écrits sociologiques, il y a eu quelques écrits de ce type, mais jamais quelque chose d'aussi concentré en peu de pages. Et je voudrais juste lire un petit passage, et je vais vous demander d'intervenir ensuite. L'accusation de racisme étant aujourd'hui la balle destinée à la nuque de ceux qui ont le souci de la vérité. Très belle phrase. Je suis obligé de dire, il est presque heureux d'en être l'objet pour prendre à son propre piège le discours dominant d'une époque où la gnose antiraciste tente de nous persuader que les races n'existent pas, à tout le moins la race blanche, coupable exclusivement de tous les maux, et promise punition et rédemption à disparaître dans la fade colorisation du métissage universel prôné par le parti des veaux. Et alors, vous avez écrit cet ouvrage, vous l'aviez, je sais pas, terminé en mai, peut-être, ou en juin, et c'est exactement ce qui vous arrive aujourd'hui. Tout à fait. Donc vous êtes l'objet, on est presque heureux, je ne sais pas si vous êtes heureux, mais d'en être l'objet de l'espèce de ce que vous appelez le parti des veaux, parce qu'on en est au délit de blasphème actuellement, dès qu'on met en cause la vulgate politiquement correcte. Heureux, peut-être pas, mais en tout cas, si ça doit servir à quelque chose, mon exemple, s'il peut servir à quelque chose, tant mieux. Renaud Camus, lui, qui a un procès sur le dos, pourrait aussi servir d'exemple de ce que vous venez de lire, une sorte d'illustration. Pour moi, je préfère employer le mot de race parce que c'est le mot qu'on m'a appris quand j'étais petit, tout simplement. Donc si on veut changer et dire quoi, ethnie, je suis bien quand même obligé de constater qu'il y a des gens qui sont blancs, d'autres qui sont noirs, d'autres qui sont plutôt jaunes et d'autres avec un teint plus cuivré. Donc est-ce que là j'entre déjà dans un terrain délictueux ou pas? Donc quasiment. Je pense pas qu'à ce micro vous savez. Non, mais c'est la radio de la liberté. Ensuite, la question du métissage, elle est probablement irréversible. Simplement, j'aimerais savoir où l'on va, ce que ça présuppose du point de vue de l'identité, et notamment de la seule identité qui m'importe, à savoir l'identité culturelle. Et je n'ai pas de réponse de la part de la propagande. Donc ce livre avait pour ma réflexion sur ces thèmes a uniquement pour but qu'on me réponde, qu'on me dise quelque chose de convaincant, au lieu de me dire au fond que nous sommes appelés à être une espèce de Brésil mondialisé, etc. Brésil, où d'ailleurs les choses ne sont pas aussi simples que ça. Il faudrait peut-être aussi le rappeler que plus on est blanc, plus on est proche du pouvoir. Donc, et protégé. Il y a quand même 130 variétés de choses qui n'existent pas au Brésil, puisque les Brésiliens ont 130 mots différents. Voilà. Pour définir les différences entre ce qui n'existe pas. Ou ce qui va bientôt d'ailleurs plus exister dans la Constitution française, puisque c'était un des éléments du combat socialiste. Maintenant, je voudrais continuer, si vous voulez, sur cette question du racisme, parce qu'elle est quand même grave, en ce qui me concerne, du moins. Comment peut-on penser une seconde qu'un intellectuel, chercheur de vérité, puisse entrer dans une espèce de hiérarchisation des races et des délires de ce genre? Donc voilà, ça ne m'intéresse pas, je n'y souscris pas, je n'y ai jamais souscrit, mais simplement, je vais dire quelque chose qui va peut-être choquer, j'aime les races. J'aime les races parce que j'aime les autres, j'aime les frontières, j'aime passer une frontière, j'aime aller ailleurs, je n'ai pas envie que tout soit le même partout, tout soit pareil partout.
tout soit pris dans une espèce d'indifférenciation générale. Et donc, c'est ce que nous propose, au fond, le parti des veaux ou la propagande. À savoir que, au fond, nous serons tellement mieux sans nation, sans frontières, mais continuons, sans nation, sans frontières, donc peut-être sans langue, peut-être et sûrement sans culture, et dans une espèce de divertissement absolu. Ça, je dis non, ça ne m'intéresse pas. Donc, on est dans le mensonge, ils mentent. D'où l'antiracisme comme terreur littéraire, à savoir que si vous ne souscrivez pas à la propagande, vous êtes raciste. L'accusation de racisme a remplacé celle de facho ou d'hérétique, etc. Donc, on la voit, elle l'accompagne. Elle l'accompagne, en tout cas. Non, mais c'est un incapacitant. Non, mais le terme fasciste revient beaucoup en ce moment. Oui, il revient beaucoup. Mais en général, c'est le degré zéro. De toute façon, c'est le degré. Cette vieille injure moisie. Non, mais c'est le degré zéro de la réflexion. On dit toujours. Oui, mais enfin, quand elle fait le titre Le Nouvel Observateur aujourd'hui. de la propagande Staffel de gauche, c'est quand même extraordinaire. Les nouveaux fachos. Alors, vous. C'est la chute aussi de l'article d'Annie Ernaux. Oui. Alors, on a beaucoup de messages. Donc, je vais en lire tout à l'heure un certain nombre. Je rappelle que vous êtes à l'écoute de Radio Courtoisie. Et ce soir, j'ai le plaisir d'accueillir Richard Billet. Alors, il y a un élément que vous abordez dans votre ouvrage et dans d'autres ouvrages. On n'a pas parlé ce soir. C'est, je crois que c'est dans la partie éloge littéraire d'Anders Breivik où il y a ce mot. Je le cite de mémoire. C'est nous sommes dans une guerre civile européenne, mais les Européens ne le savent pas. Je crois que c'est à peu près dit. Et vous avez une caractéristique très particulière par rapport à tous les gens qui sont autour de cette table. C'est que vous avez vécu au Liban et que vous avez combattu au Liban dans un pays où justement il y a eu une guerre civile et une guerre ethnique entre différentes confessions. C'est plus complexe que ça. Je ne vous dis pas, mais nous n'avons pas encore vécu cela. Il y a des gens qui vous disent, on voit des textes qui sont parus, etc., un peu apocalyptiques peut-être, mais on vous dit aujourd'hui le Liban, demain la Seine-Saint-Denis. Demain la Seine-Saint-Denis, aujourd'hui, déjà la Seine-Saint-Denis. Il suffit de voir ce qui se passe. Des salafistes intervenant en plein Paris. Voilà, ça ne s'était jamais vu. Je savais que ça arriverait un jour. C'est là. Cette phrase que j'aime beaucoup de Carl Schmitt, savoir que toute politique intérieure est une guerre civile fantôme, je pense qu'on peut l'actualiser. Au fond, toute politique ou toute absence de politique intérieure est une guerre civile fantôme qui s'actualise. Je pense que nous sommes en plein dedans. Simplement, la terreur antiraciste nous interdit de nommer les intervenants guerriers qui sont probablement déjà à l'œuvre. Je ne veux pas les nommer ici. Chacun comprend de qui je parle. Mais est-ce que ça peut vous évoquer le Liban? Et moi, je pense... Les années 70-80. Non, parce que le problème libanais, contrairement à ce qu'on... Le problème libanais, c'était pas du tout une guerre entre chrétiens et musulmans, comme on l'a dit. C'était une guerre entre les chrétiens et les Palestiniens qui avaient mis le pays sous leur coupe. C'est ça le vrai problème du Liban. Après, bien sûr, il y a eu des divisions, il y a eu des clans, il y a eu des... Mais songez que, par exemple, à un moment de la guerre du Liban, les chiites d'Amal et les chiites de ce qui deviendra le Hezbollah se sont entretués. Vous voyez, je pense que les chrétiens de Flanger qui étaient contre les Gemayel. Voilà, exactement. Le précédent auquel l'analogie est plus saisissante, c'est les Balkans et le titisme. Il y a le même politiquement correct sous Tito, c'est-à-dire il y a la même euphémisation de la réalité, il y a le même déni historique, il est interdit de parler de la guerre de 40-45, sinon dans sa version révisionniste, qui est la version en l'occurrence officielle. C'est les grandes vacances perpétuelles, c'est un pays qui vit à crédit, qui est financé par les Américains, par les Russes, qui n'est plus un pays de producteurs, qui est un pays de consommateurs. Les Yougoslaves se baladent dans tous les pays d'Europe. C'est un petit peu ce que nous sommes devenus, quoi. Je pense que le président balkanique, un maire américain, un homme politique américain disait que désormais les guerres traversaient nos propres frontières. Et c'est vrai pour la Seine-Saint-Denis, c'est vrai pour le Brésil, qui est un pays fascinant. Refaire à des pages sur le Brésil dévastatrice. Le pays au monde qui a le plus fort taux de criminalité. Oui, où les riches vivent retranchés dans des bunkers. Enfin, et en effet, les frontières sont invisibles entre le monde du crime et le monde de la normalité. On peut penser aussi à l'œuvre d'Éric Werner, dans ses ouvrages de la guerre civile, la démocratie. En fin de compte, on voit qu'une sorte de guerre civile
plus ou moins larvées, plus ou moins de basse intensité, deviennent une variable d'ajustement du système. En fin de compte, qui sert en fin de compte d'éléments conditionnants qui insinuent une sorte d'insécurité diffuse. Au sein de l'Europe, il y a une population qui a peur, une population qui conteste moins, effectivement, et puis surtout une population qui est déjà fragmentée par les processus de dissolution culturelle en cours, que ce soit l'américanisation ou autre, ou les processus littéraires qu'on a décrits. Alors, je vais lire un certain nombre de messages, parce qu'on me reproche souvent de ne pas assez lire de messages, et comme nous sommes une radio associative, et que cette radio existe grâce aux dons des gens qui nous écoutent exclusivement, je vais en lire quelques-uns en les sélectionnant, parce qu'on a eu beaucoup de messages, mais il y a certains messages qui ne correspondent pas du tout à l'émission. Alors, on a eu un certain nombre de messages sur le même thème, mais j'en ai sélectionné un qui me paraissait synthétiser les autres. Ce ne sont pas les auteurs du mouvement de mai 68 qui ont fait les réformes à partir de 1969, mais ce sont leurs supposés adversaires. Je ne sache pas que M. Edgar Faure, René Haby ou Christian Belac, tous ministres successifs de l'éducation nationale et de droite, essaient sur les barricades. Je crois qu'effectivement, je l'ai lu parce que c'était une référence. Vous pouvez intervenir à mesure où je peux intervenir là-dessus. Effectivement, mais lorsque je n'ai jamais dit que c'était les acteurs qui avaient fait cette réforme, j'ai dit que c'était à partir de ce moment-là que les choses se sont enclenchées. Et effectivement, il y a une espèce de collaboration de la droite avec l'idéologie égalitariste de gauche, qui est quand même responsable, c'est ça le vrai responsable de la ruine de l'enseignement. La réforme Haby est la catastrophe absolue de l'enseignement. Le collège unique. Et le collège unique, c'est Haby. C'est pas Jospin, c'est Haby. Nous sommes entièrement d'accord. Alors, on a 2 messages, je les ai sélectionnés parmi d'autres. Vous répondrez si vous voulez, vous passerez. Comment expliquez-vous qu'on ne caricature jamais Moïse alors qu'on le fait pour le Christ et pour Mahomet? Et il y a une deuxième question qui est associée, c'est justement la sortie aujourd'hui. Je trouve que les rédacteurs de Charlie Hebdo sont dotés d'un certain courage alors que nous ne partageons pas leurs opinions. Alors, qu'est-ce que vous pensez de la sortie de ce numéro ordurier vis-à-vis de Mahomet? Pour être très clair, où on retrouve, Charlie Hebdo, on retrouve la fine fleur de nos adversaires, en tout cas des miens et peut-être des autres. Eh bien, vous avez employé une épithète qui me convient parfaitement, c'est ordurier, donc ça ne m'intéresse pas. Voilà, parce que c'est vraiment, je trouve, mettre de la... C'est même pas cette question de mettre de l'huile sur le feu, c'est simplement ordurier. Donc il se trouve que, contrairement à ce qu'on a dit, moi j'aime, par exemple, beaucoup la mystique de l'islam, notamment le soufisme. Ça m'intéresse énormément, vous voyez. Donc j'ai pas envie de répondre. Charlie Hebdo passe son temps à dégueuler sur le pape, etc. Donc je vois pas pourquoi Vous voyez ce que je veux dire? Alors, ça ne m'intéresse pas. Ça m'intéresse pas. Votre question, votre réponse est tout à fait satisfaisante, en tout cas, je pense pour un certain nombre d'auditeurs de Radio Courtoisie. Mais on va en reparler après. Alors, on a un certain nombre de messages. J'ai fait la connaissance de M. Millet dans son ouvrage La Confession navigative, admirable. Il est agréable d'entendre parler de littérature et chatoyant d'avoir invité Richard Millet. Je vous conseille, etc. Comme les livres de notre activité, c'est un bol d'air frais, etc. Alors on a un message. Ça ne demande pas, mais enfin ça fait toujours plaisir de voir qu'il y a un certain nombre d'auditeurs de Radio Courtoisie qui lisent vos livres et les apprécient. Alors comment se procurer les ouvrages dont vous parlez en ce moment? Les librairies de Paris interrogées ne les ont plus et ne savent quand elles le recevront. Alors, avant que je passe la parole à son éditeur a fait déjà un certain nombre de retirages. Je sais qu'il y a des librairies qui ne font strictement aucun effort pour procurer les ouvrages. Le livre n'est pas épuisé, il a toujours été réimprimé. Le livre n'est absolument... Les 3 livres sont disponibles, sont systématiquement réimprimés. Donc si des libraires, à l'heure actuelle, répondent qu'ils ne l'ont plus ou qu'il est en rupture, c'est faux. Alors, donc, il peut y avoir une forme de boycott, et il faut insister et commander le livre, dans ce cas, ou alors si véritablement ils ne parviennent pas à obtenir le livre chez leur libraire, il y a toujours le moyen de commander sur Amazon, par exemple. Alors, vous pouvez également vous présenter à la librairie Facta, 4 rue de Clichy, Paris 9e, n'est-ce pas? Non, je le dis à l'antenne, puisque Richard Millet devait venir signer
samedi à la librairie et il a de graves problèmes familiaux et personnels qui font qu'il ne pourra pas venir signer, contrairement à ce qui a été indiqué à un certain nombre d'endroits. En revanche, Richard Millet s'est engagé à signer tous les livres, il viendra la semaine suivante, signer tous les livres des gens qui se présenteront à la librairie Facta pour leur dédicacer l'ouvrage, mais il reviendra à Paris et il les signera la semaine suivante. Donc il suffira de venir commander le livre et de repasser la semaine suivante et vous aurez votre livre dédicacé. Donc, et nous en avons un stock à la librairie. Donc, je rappelle l'adresse, librairie Facta, 4 rue de Clichy, Paris 9e. Je donne le téléphone 01 48 74 59 14. 01 48 74 59 14. Mais j'insiste, il n'est pas normal que les libraires répondent de cette façon. Oui. Et dans ces cas-là, les clients qui font vivre les librairies doivent insister. Enfin, moi, il faut insister. Moi, si l'affaire se produit, en l'occurrence, je vais en librairie pour acheter un livre de Richard Millet et que le libraire refuse de me le donner, il ne me revoit plus. Et je pars, si possible, en faisant un esclandre. Que les auditeurs de Radio Courtoisie réagissent en disant « Nous savons que ces 3 livres sont disponibles, que l'éditeur les suit et les réimprime au fur et à mesure. » Donc il n'y a aucune raison de répondre de cette façon. Alors, je voudrais revenir justement à l'épisode Charlie Hebdo. Je voudrais savoir si j'ai bien compris, justement, on va attaquer on va dire la bombe, quoi, l'élément, l'arrêtage de la fusée. Voilà. Les autres sont aussi. Non, mais j'allais dire, c'était une bombe à fragmentation. Vous savez qui c'est les bombes qui sortent du sol, à qui on voit. Donc vous avez Langue fantôme, dont on a un peu parlé. Donc tout est à lire. Enfin moi, c'est un livre extraordinaire parce que tout est bon. Chaque page est bonne. Alors dans Langue fantôme, je trouve que vous n'avez pas parlé d'Umberto Eco. Oui, le début. Le début dans le ton. Mais on va en parler. Mais c'est important. Oui. Hein, parce que ça... Mais je voudrais quand même qu'on aborde parce que c'est le symbole. C'est l'histoire, c'est l'éloge. Umberto Eco corrige le nom de la rose. Alors c'est du Reader Digest. Hein. Donc c'est l'éloge littéraire d'Anders Breivik. Donc vous l'avez expliqué à plusieurs reprises. En tout cas dans la presse, dans les rares journaux, notamment dans la Tribune que l'Express a publiée, qui s'appelle Ne me lynchez pas. Non. Pourquoi me tuez-vous ? Pourquoi me tuez-vous ? Qui est une espèce d'auto-justification, il faut vous expliquer un peu plus longuement, mais vous l'avez dit à plusieurs reprises, l'éloge littéraire d'Anders Breivik, le titre est en partie ironique. Pas en partie, totalement. Alors totalement ironique. Il faut insister sur. Mais il y a quand même des littéraires, éloge littéraire. Oui, éloge littéraire. Non, pas éloge. Alors, bien sûr, et dès la première page, vous dites que vous condamnez ces attentats. C'est essentiel, parce que c'est quand même là-dessus que la polémique a démarré. Mais ce que je voudrais lire, donc c'est un passage, vous nous l'avez déjà dit, les choses ne sont pas aussi simples. Vous l'avez dit au cours de ces missions. Donc je vous lis, Breivik est au premier chef un produit exemplaire de cette décadence occidentale qui a pris l'apparence du petit bourgeois américanisé, etc. Vous allez en parler. Mais pour moi, la réaction de Charlie Hebdo, c'est la même face. Ce sont des frères jumeaux. On fait dans la provocation, on fait dans l'extrémisation, on fait dans... C'est une mauvaise approche des problèmes. On a une réaction superficielle. Charlie Hebdo se permet de publier des caricatures innommables dans le seul plaisir de faire parler de son journal et de mieux le vendre, puisque je n'ai pas de souvenir qu'ils aient publié les mêmes dessins sur des rabbins, pour être très clair, ni sur le grand rabbin de France. Et je pense que s'ils se permettaient de publier les dessins qu'ils ont publiés sur les musulmans et sur Mahomet, mais qu'ils le faisaient sur les Israélites en France, ils seraient aussitôt poursuivis au nom de toutes les lois antiracistes. Bon. Et on a l'impression, d'Anders Breivik, vous dites qu'en gros, c'est ce que méritait la Norvège, d'une certaine manière, même si c'est une face noire. On a l'impression qu'en France, une certaine face noire, c'est Charlie Hebdo, que nous aussi, qu'une certaine partie de la population mérite. Pas seulement Charlie Hebdo, les Inrecuptibles et tous ces instruments de propagande. Enfin, c'est effectivement... voilà. Mais pour en revenir à Breivik, parce que Charlie Hebdo et le reste m'intéressent moins, parce que ça me concerne moins pour le moment.
Éloge littéraire d'Andrés Breivik est un titre dont j'espérais qu'on comprendrait immédiatement l'ironie. Ce n'est pas un éloge d'Andrés Breivik. Comment pourrait-on supposer que je puisse écrire un éloge sérieusement d'Andrés Breivik, sauf à vouloir me suicider définitivement. Donc voilà, c'est un éloge littéraire parce que j'ai voulu montrer, tout en condamnant à plusieurs reprises très nettement ce criminel, j'ai voulu montrer que c'était au fond le résultat de la décadence littéraire de l'Europe. Alors c'est ce qui est violent dans les attaques dont je suis l'objet, c'est que personne, bien sûr, n'a lu ni le premier texte, L'Enfant fantôme, ni le second, et personne n'a vu combien ils étaient liés l'un à l'autre. À savoir qu'au fond, le texte sur Breivik est la conclusion volontairement ironique, mais surtout volontairement monstrueuse, avec une espèce de loupe qui nous révèle l'horreur de toute cette affaire, de la décadence littéraire, de la fin d'une civilisation dont la littérature était le lien le plus éclatant. Il y a une citation d'ailleurs qui résume assez bien ce que vous venez de dire, Richard Millet. Dans cette décadence, Breivik est sans doute ce que méritait la Norvège, c'est ce qui attend nos sociétés qui ne cessent de s'aveugler pour mieux se renier, particulièrement la France et l'Angleterre. Loin d'être un ange exterminateur ni une bête de l'Apocalypse, il est tout à la fois bourreau et victime, symptôme et impossible remède. Oui. Alors, est-ce que vous avez été... Bon, votre ouvrage est sorti, je crois, la veille. Non, il est sorti Deux jours avant. Deux jours avant le 22 le résultat du procès d'Andrés Breivik. Vous parlez du procès à l'intérieur de ces actes, etc. Est-ce que vous attendiez à ce qu'il soit condamné ou est-ce que vous attendiez plutôt à ce qu'il soit déclaré comme fou? Je vais vous dire, c'est une question qui m'était absolument indifférente. Breivik ne m'intéresse pas en tant que tel, si vous voulez. C'est ce qu'il a commis qui m'intéresse, ses actes. Et c'est aussi ce que personne n'a d'ailleurs relevé dans le texte, la façon dont la presse de propagande, c'est-à-dire la presse de gauche, a rendu compte de cette affaire, notamment le Nouvel Observateur. Le fameux dossier du Nouvel Observateur. Le fameux dossier du Nouvel Observateur. On revient à la question littéraire. Exactement. Où le journaliste ne sachant pas très bien comment expliquer, parce qu'il ne voulait surtout pas dire que ce qui avait engendré Breivik, est allé chercher des responsables. Alors, il est allé chercher des responsables. D'abord, il a accusé les auteurs de polars scandinaves de ne pas avoir prévu Breivik. C'est fascinant, comme si on devait absolument prévoir Breivik. Deuxièmement, il est allé chercher un immense écrivain, on en parlait tout à l'heure, Hamsun. En disant, au fond, Hamsun ayant été nazi, paraît-il, à la fin de sa vie, ne pouvait être que responsable de Breivik. Et cela ne suffisant pas, il est allé chercher, bien sûr, les Eddas. Et alors, les Eddas nous expliquent, bien sûr, que la violence, voilà. Ça, et voilà. Avec une couverture qui présentait Breivik avec son arme automatique, sous une forme, la couverture du Nouvel Observateur, je veux dire, sous la forme de Millennium. C'est-à-dire les couleurs de Millennium, un cercle, etc. Et il suffisait de remplacer la tête de Breivik par celle de Johnny Depp, et on avait le film. On était déjà dans un film. On est donc dans le spectaculaire perpétuel. Que ce soit la façon dont on en rend compte, ou que ce soit la façon dont Breivik a agi, parce que Breivik, c'est du spectaculaire, hélas, c'est le tragique absolu de la société du spectacle. C'est la monstruosité. La société du spectacle fonctionne parfaitement puisqu'elle récupère tout, le spectacle intégré, comme disait le spectaculaire intégré. Mais là, il y a des ratés de temps en temps. Non, surtout que la référence à Millennium n'est sûrement pas innocente. On voit que Stieg Larsson a une vision totalement fantasmée et outrée de ce qu'il est convenu d'appeler l'extrême droite. On le voit dans ses romans, et dans Millennium en particulier. Bien sûr. Alors, il y a encore un point pour expliquer le titre. C'est la manière dont Breivik lui-même a voulu se présenter comme écrivain. Ah oui, dans son procès, c'est ça. C'est ça, il faut le redire, parce que c'est aussi une des explications de ce titre. Non, quand je parlais, c'était la manière, enfin, on pourrait dire d'une certaine manière, dont la Norvège aurait pu refuser toute mise en cause de son système, etc. Et donc de considérer que quelqu'un qui avait commis ces actes était nécessairement fou, et donc de ne pas le juger. Et d'une certaine manière, moi j'ai trouvé intéressant que la justice norvégienne le considère comme un être conscient et les condamner en tant qu'assassin ayant toutes ses facultés intellectuelles.
Mais souvenez-vous, il avait d'abord été déclaré fou par une première vague de psychiatres. Donc il y a eu quand même un tollé parce que les Norvégiens sont aussi des protestants, ou étaient des protestants, mais il y a peut-être quelque chose qui reste dans leur gène de ce luthérianisme. Donc ils ont voulu affronter la vérité, à mon avis. C'est la raison pour laquelle ils ont déclaré Breivik, enfin ils ont exigé qu'il y ait une autre contre-expertise et que finalement le procès ait lieu. Simplement, je ne pense pas que les Norvégiens aient tiré la leçon de Breivik. Bien entendu, ils ne peuvent pas. Alors, chers amis, je vous rappelle chers amis auditeurs, je vous rappelle que vous êtes à l'écoute de Radio Courtoisie. Je reçois ce soir l'écrivain Richard Millet, qui fait la une des médias, pas seulement littéraires, mais d'une bonne partie des médias, qui fait d'ailleurs la une du Nouvel Observateur de cette semaine. Particulièrement intelligent. Je vous rappelle, comme on ne peut pas l'entendre à la radio, c'est ironique, qui s'appelle Les Néo-Fachos, et vous trouvez dans la même palanquée Éric Zemmour, Elisabeth Lévy, Robert Ménard, enfin bon, Renaud Camus. Voilà. Curieusement, on n'y trouve aucune personne vraiment d'extrême droite revendiquée. Je trouve ça assez vexant. Alors, on reçoit ici également Pierre-Guillaume Deroux, qui est le fondateur des éditions Pierre-Guillaume Deroux, PGR, pourrait-on dire, qui est maintenant un éditeur lancé, parce qu'on peut dire qu'il aura eu plusieurs dizaines de millions de publicités gratuites. Chers amis gauchistes, ne parlez plus de cet éditeur. Nous recevons également François Bousquet, qui est l'ancien directeur de la rédaction du Choc du Mois et qui est maintenant un collaborateur régulier de Valeurs Actuelles et du Spectacle de Monde, ainsi que Pascal Lassalle, qui a tellement de qualités que je ne peux pas les citer toutes. On va arrêter Alors, là. je vais lire quelques messages d'auditeurs, puisque les auditeurs aiment qu'on lise les messages. Monsieur Millet, il suffit de sortir de chez soi et de regarder autour de soi. Vous comprendrez. Merci pour la grande qualité et la richesse de votre émission. C'est un morceau d'anthologie. C'était bien évident que ce serait un moment d'anthologie et ça n'est pas terminé. La langue française n'a pas totalement évolué. Elle est dénaturée. L'anglais, lui, a beaucoup plus évolué et l'anglais 19e n'est plus compréhensible. Je bernis, c'est un homme qui nous écrit, je bernis Bernard-Henri Lévy de m'avoir fait découvrir Monsieur Richard Millet que je lis avec gourmandise. Enfin de l'air dans la... Il n'est pas totalement inutile. Hein. Merci BHL. Enfin, de toute façon, c'est pas compliqué. Quand vous voulez connaître un bon écrivain, ou savoir pour qui il faut soutenir dans le monde, il suffit de lire la chronique en dernière page, le bloc-notes du Point. Vous prenez l'opposé, et en plus, vous avez peu de chances de vous tromper. Hein. Moi, s'il parle d'un film en disant du bien, surtout, je ne vais pas le voir. On va commencer par les siens. Voilà. Enfin de l'air dans l'asphyxie, une brise printanière sur le glacial torride. Quand M. Millet crée-t-il cette université de masse de qualité dont nous avons tant besoin tous et sans laquelle aucun changement de cap ne pourra avoir lieu? Voilà. Alors, on avait également un message que j'ai un peu de mal à retrouver, mais j'aurais aimé le retrouver parce qu'il était intéressant sur la pauvreté de la langue. Bon, je le lirai peut-être tout à l'heure. Je fais tout ici, mais c'est pas bien grave. Alors, votre éditeur, vous voulez, et tout le monde voulait à propos de cette table, que vous parliez de notre ami Umberto Eco. Alors, il est vrai que, j'avoue, moi, je trouvais ça tellement... c'est vrai que j'ai trouvé ça très drôle, mais j'ai trouvé ça tellement facile, parce que pour moi, Umberto Eco n'est pas un grand écrivain. Mais donc, je vais vous laisser la parole sur la manière dont Umberto Eco a décidé de se faire comprendre plus facilement. C'est une personnalité à double fond, à triple fond. Eco, il a fait des textes en tant que sémiologue, enfin en tant que spécialiste de la langue, assez fabuleux dans les 70. Hein. Il a fait sur la question du faux. Alors évidemment sous la dictée, j'allais dire, mais c'était pas exactement sous la dictée de Pasolini, mais sous l'exemple de Pasolini qui rappelait les écrivains italiens au courage. Hein. Donc il a fait quelques bons textes. Hein. Cela étant Eco, pour le reste, c'est un romancier populaire, non, il est plus populaire. Hein. C'est un romancier de l'ère des masses. Hein. Et le début de la langue fantôme est prodigieux parce que tout est question de symbole. Hein. Et là, on a un symbole fascinant puisque Eco a fait deux opérations d'ablation. C'est que non seulement il a rétréci son texte, hein, et comme vous l'aviez dit, c'est une question de Reader Digest. Hein, donc au nom de la rose était beaucoup trop long.
Donc il en a fait une sorte d'essence de rose. Et dans le même temps, il s'est coupé la moustache. Enfin, il s'est coupé les moustaches. Ah, il s'est coupé la barbe. Oui, la barbe. Oui, il a gardé la moustache. Lapsus. Je suis dans Dali avec mes moustaches. Là, Et il a supprimé les citations latines. Voilà, ouais, donc il faut simplifier. Et on est dans le. Et là, Richard Millet, plante le décor de ce qu'il appelle la paupérisation de la langue, c'est-à-dire l'entrée dans l'insignifiance. Oui, et je gage que la prochaine étape, si Dieu prête vie encore à Monsieur Eco, sera le passage du nom de la rose sur une PlayStation. Et là, il rasera sa moustache. Au fond, c'est tout à fait un itinéraire symbolique de la littérature contemporaine. Alors moi qui suis plus un spécialiste de politique, même si j'aime beaucoup la littérature et que je suis ravi de vous accueillir, je vous citerai juste une anecdote parce que ça recoupe exactement ce que vous dites. C'est que en 1981, ont été élus à l'Assemblée nationale 86 députés barbus. C'est-à-dire que c'était les instituteurs, parfois 68 arts, dont notamment ceux qui avaient le fin collier de barbe qui descendait, à laquelle on reconnaît le militant CFDT d'origine chrétienne, vous voyez. Bon. Eh bien, tous ces gens-là, en 86, il n'y avait plus que 2 députés barbus. Ils s'étaient tous rasé la barbe entre-temps. Et je vous signalerai que par ailleurs, plus de la moitié d'entre eux avaient divorcé et un tiers avait épousé leur assistante parlementaire, puisque en tant qu'instituteurs, ils avaient trahi toutes leurs valeurs. D'ailleurs, en tant qu'instituteurs, ils étaient mariés avec une institutrice. Et quand on arrive dans la grande ville qui s'appelle Paris, qu'on recrute une assistante parlementaire, eh bien en général, on finit par l'épouser. Aujourd'hui, les hommes politiques épousent ou vivent avec des journalistes. Vous voyez, par exemple, Alain Juppé, par exemple. Il y en a bien d'autres. Bernard Kouchner. Donc, vous voyez, ça peut se vérifier dans d'autres domaines. Le fait de couper sa barbe, et en même temps, c'est abdiquer ses idées, bien évidemment. C'est être récupéré par la grande social-démocratie libérale. On le voit très bien. Et ça corrobore la substance du texte. C'est qu'il y a un effet de lissage au niveau mondial. Il y a une normalisation. Les gens se ressemblent de plus en plus, mais ils se ressemblent de plus en plus physiquement. C'est-à-dire l'anti-Clédeur, dans tous les villages de France, il y avait des monstres, et qu'il fallait célébrer en tant que monstres, parce que c'était des anomalies qui ont préservé justement cette biodiversité qui est l'équivalent de la biodiversité au niveau anthropologique. Mocky ne pourra plus tourner de film. Mocky, on le prive là. C'est raison pour laquelle la langue fantôme est une parabole de l'appauvrissement de notre monde, à partir du système pileux d'Umberto Eco. Oui, on aurait pu faire référence aussi au discours Nobel de Vargas Llosa. C'est une très jolie parabole justement qui ouvre cet ouvrage, parce que c'est un livre effectivement qu'il faut lire, la première page jusqu'à la dernière page, parce que c'est pas du... j'ai un trou de mémoire. Le cruciverbis du point. BHL Mais non, celui qui faisait les mots croisés du point. La vie mode, Pérec, qui avait écrit La vie mode d'emploi, où on pouvait prendre n'importe quel chapitre dans le désordre. Mais vous écrivez un livre classique, donc ça commence à la première page, c'est stage dernière à la dernière, et je suis désolé pour les auteurs, il n'y a pas de résumé. Bon, alors l'ouvrage n'est pas très épais, il fait à peu près 120 pages. Enfin, je parle de langue fantôme suivi d'éloges littéraires d'Andreas Breivik. Il est certain que si vous lisez éloges littéraires sans avoir lu Langue fantôme avant, vous risquez d'être un peu surpris. Certes. Certes, mais c'est un dispositif pour moi aussi tactique. Savoir que, voilà, c'est un livre dont j'avais bien conscience, non pas qu'il était provocateur, la provocation ne m'intéresse pas, mais qu'il était offensif. Et ça, j'en accepte aussi les conséquences. Donc, voilà, quand on attaque la bête se défend. Ce qui est quand même très étrange, excusez-moi. Non, je vous en prie. Non, ce qui est très étrange dans cette affaire, c'est qu'il est paru d'autres ouvrages où il y avait une véritable sympathie pour des personnes qui avaient commis un certain nombre d'actes de terrorisme. Je pense à des écrits au moment de la guerre d'Algérie. Je pense par exemple c'est pas des romans, mais pour Djamila Bouhired de Jacques Vergès, qui avait quand même été parmi les personnes qui avaient déposé des bombes, mais avaient déposé au Milk Bar. On avait des textes aussi. Il y a eu quand même. Il suffit de relire les textes qu'a publié Libération au moment de l'affaire
les 2 jeunes terroristes d'ultra-gauche qui avaient tiré sur la police, Florence Ray, où là, tout était excusable. Et l'affaire Battisti. Ou l'affaire Battisti. Richard Byrne, bon, voilà. Non, mais l'exemple type, c'est, l'affaire Battisti. C'est quand même l'affaire qui Vous avez un terroriste italien qui, je pense, a été porté au nu, je vais pas vérifier, mais je pense par les mêmes personnes qui ont signé la pétition contre nous. Non seulement, je crois que vous avez raison de souligner cet aspect-là des choses, mais Battisti a publié, il y a maintenant 4 mois, juste avant l'été, un récit parfaitement autobiographique aux éditions Flammarion. Nous avons assisté à un délire d'éloges critiques, de libération au Monde. Le Monde a même envoyé au Brésil un correspondant pour le rencontrer et a consacré à M. Battisti une page entière, un portrait. Mais ça ne pose visiblement aucun problème. Battisti est quand même accusé de 4 crimes. Il est coupable aux yeux de la Mais il a été condamné, italienne. il n'est pas considéré. Il est condamné. Et nous avons ici en France un certain nombre de gens qui continuent tranquillement à en faire l'apologie et à saluer ces textes comme si c'était des chefs-d'œuvre. Et ça se passait juste avant l'été. Et en effet, je pense que parmi les pétitionnaires, beaucoup approuveraient et auraient signé une pétition en faveur de Battisti. Comme l'aurait dit Philippe Meuret, Battisti était dans le camp du bien. Voilà. À partir de là, On en est là, c'est tout. De toute façon, Cher Richard Mouillet, vous êtes passé du côté obscur de la force. Voilà. C'est peut-être la plus puissante. Alors, je vais lire encore quelques messages. Une ancienne libraire qui partage des idées de Courtoisie, on se demande lesquelles, merci madame, déclare qu'il est tout à fait normal que les libraires refusent de vendre les livres de monsieur Millet, car ils sont tous à gauche politiquement et historiquement corrects. Cette émission est passionnante. Voilà. Un autre auditeur, un monsieur, j'ai eu René Haby comme professeur d'histoire-géographie en 6e. Ce fut le plus nul de ma scolarité. Voilà. Dans les années 30, Staline a déclaré que pour changer cet Occident pourri, il faudrait 3 ou 4 siècles de dictature. Ne croyez-vous pas que ceci est en train de se réaliser sous diverses idéologies différentes et stratégies? Mais ça, c'est une question extrêmement intéressante. Et il faudrait en faire l'histoire. C'est-à-dire faire l'histoire de ce totalitarisme qui se met en place de façon insidieuse, de façon diffuse, de façon, par moments, qui mord, je veux dire, violemment. Mais la plupart du temps, qui se met en place sous les auspices du bien, avec un grand B, l'empire du bien. On a déjà des essais conséquents qui sont parus. Continuons, parce que manifestement, ces essais n'ouvrent pas assez les yeux. C'est-à-dire que ces essais, déjà, ne sont pas diffusés. Voilà, ne sont pas médiatisés, ils ne sont pas lus par les personnes auxquelles elles devraient s'adresser en priorité. Enfin bon, nous ne sommes pas sans savoir qu'il existe quand même des auteurs qui ont sérieusement réfléchi sur la chose et qui ont pu malheureusement publier souvent à compte d'auteurs chez des petits éditeurs, diffusés confidentiellement. Oui, Philippe Meuret, mais bon, même sans aller jusqu'à Philippe Meuret, d'autres essayistes également, que ce soit Laine Benoît ou d'autres, qui viennent à l'esprit naturellement. Et voilà. C'est pour ça qu'on voilà, qui ont bien, on citait Eric Vianer tout à l'heure, il y en a bien d'autres, qui ont commencé à faire une généalogie. Il y a une généalogie, effectivement, à faire de cette forme de domination inédite que nous connaissons et qui est beaucoup plus efficace que un totalitarisme dur à la Staline ou à la Hitler, c'est clair. On voit bien que déjà cette forme de domination n'est pas perçue en tant que telle par la majorité de nos contemporains et de nos compatriotes. Elle est intégrée. C'est déjà, elle est intégrée, elle intègre elle-même ses propres contestations, ses pseudo-rébellions que l'on voit mises en exergue régulièrement à la une des divers magazines ou des mouvements de mode qui sont lancés. Donc là, effectivement, oui, il y a une réflexion de fond à mener qui a déjà commencé à l'être. Moi, je recommande toujours, et ça surprend souvent les gens, mais à la fin, il a été prodigieux, il a redécouvert à l'âme du peuple italien, c'est Pasolini. Pasolini qui disait que le fascisme italien n'avait pas égratigné l'âme du peuple italien, n'avait pas touché. C'est-à-dire que l'huile de ricin n'avait pas tandis que l'ère qui est la nôtre, qu'il appelait une ère néofasciste, pas au sens mussolinien, c'est-à-dire d'une nouvelle forme de totalitarisme. Et les 2 textes de la fin, il y en a encore un 3e, mais qui sont accessibles aujourd'hui au grand public et assez lus. C'est en effet les écrits corsaires, qui sont prodigieux, qui sont vraiment prodigieux. Moi, je trouve que dès les années 70, il voit absolument le basculement du monde. Le basculement dans la bêtise, la vulgarité, l'avilissement. Et les lettres luthériennes, qui sont également des reprises
de texte, mais surtout au début des lettres luthériennes, c'est une lettre qu'il adresse, Pasolini, lui qui adorait la jeunesse, une lettre à la nouvelle jeunesse, qui ne reconnaît plus. Lui, l'ancêtre, il ne la reconnaît plus, cette nouvelle jeunesse. Déjà, 70. Donc les textes existent. Ce que disait Emmanuel Ratier de Richard Millet, c'est que je crois qu'on n'insiste pas assez dessus. C'est la première fois, en tout cas à ma connaissance, qu'un auteur avec la légitimité qui est la vôtre va aussi loin et dise aussi clairement, appelle aussi clairement un chat un chat. Jusqu'à présent, je trouvais que vos confrères, du moins pour ceux qui étaient suffisamment audacieux pour affronter le réel, en parlaient avec une certaine prudence. Et je le conçois, puisque même si on n'est pas embastillé, on vit sous le viseur de la pensée unique. C'est-à-dire que nos travails en dépendent, etc. Et je trouve que pour moi, c'est la première fois qu'on dise qu'un écrivain comme vous en vienne à dire aussi clairement, aussi textuellement le réel pour ce qu'il est, quoi. Sans euphémisme, sans tricherie. Et il est interdit de le faire. Et il est interdit de le faire. Ouais. Et pourtant, c'est le devoir. C'est le devoir de tous les écrivains. De tous les écrivains. Des vrais. Voilà. Ouais. Et là, on voit à quel point la chape de plomb idéologique pèse d'une façon. Elle pèse, mais terrible, bon, comme je disais, je pense qu'elle est sur la défensive. Oui, mais elle pèse bien plus qu'il y a 30 ans. Elle pèse, oui, bien sûr. Elle est beaucoup plus. Elle affirme la couleur. Avant, et d'ailleurs, pour reciter encore le politologue suisse Guy Werner, il fallait donner des gages lorsqu'on était durant la guerre froide. Il fallait quand même donner des gages de démocratie intérieure, de liberté de la parole, par rapport à un système qu'on décriait en face. Aujourd'hui, bon, le système s'affiche en tant que tel. Il n'a plus rien en face de lui. Il se pose comme vraiment l'absolu possible. Et il le fait au nom du bien. Au nom du bien, bien entendu. Ils ont tous les droits. On retrouve toujours la même réflexe. La pensée maximaliste et religieuse, exactement, qui fait que, même si c'est sous une forme idéologique, qui fait qu'évidemment, il y a le grand Satan, c'est Richard Millet, il y a le petit Satan, c'est Renaud Camus. C'est Anders Breivik. Et alors, et inversement, le fait de dénoncer, de pétitionner comme certains l'ont fait l'autre jour dans Le Monde, ça ne les dérange pas. C'est au nom du bien. Donc, la délation, famille, on a le droit de la commettre. La délation se fait au nom du bien. La délation au nom du bien. Ce qui est absolument ce qu'a fait Le Monde est honteux, ce qu'a fait Annie Ernaux est honteux. Ne parlons pas de l'indigence de son texte. Alors, de ces textes, alors, chers amis, on va peut-être laisser la parole quand même à Richard Millet avant de nous quitter, parce qu'on va se quitter dans quelques minutes. Je vais vous lire un message qui est un peu provoquant, mais je vais le lire, même très provoquant, mais je vais le lire parce que ça me paraît intéressant et je pense pas qu'il puisse être poursuivi, même s'il est un peu limite, mais je vais quand même le lire. Je dis pas le début parce que c'est bon, je vais le lire complètement parce que je trouve ça intéressant. Ce sera peut-être coupé en cadre émission et on va. De tout cœur avec Breivik. Ma mère de 80 ans a été agressée et jetée par terre. Ma sœur a été violée par 3, je dirais pas qui. Je ne vois pas en quoi Breivik est plus criminel que Bernard-Henri Lévy, qui a appelé à la guerre civile en Libye et en Syrie, causant des dizaines de milliers de morts. Alors, en dehors du fait de cette provocation très violente, mais c'est pas un truc, ce que je voudrais savoir, c'est le rôle des intellectuels, effectivement, est véritablement considérable, et on peut se considérer, je pense qu'il y a un certain nombre de gens qui peuvent considérer que Bernard-Henri Lévy est un véritable criminel de guerre. La 18e chambre n'est pas loin. Prenons un autre exemple. Moi, je veux pas répondre à ça. Ça n'est pas grave, c'était juste. Moi, je le lisais parce que la question me paraît pas être. Non, la question est extrêmement intéressante. La question est scandaleuse, bien sûr. La question est intéressante aussi. Mais c'est comme si vous me disiez, est-ce qu'on doit traduire Bush et Rumsfeld devant le tribunal international de l'Haye? Je vous dirais oui. Très bien. Bon. Alors, je vous rappelle que j'ai eu le plaisir de recevoir ce soir Richard Millet pour les 3 essais qu'il vient de publier aux éditions Pierre-Guillaume Deroux. 2 essais, un récit. Et un récit. 3 ouvrages dont on parle beaucoup dans les médias actuellement, qui est de l'antiracisme comme terreur littéraire, Intérieur avec 2 femmes et Langue fantôme, suivi de l'ouvrage qui a été la fin qui a été la plus commentée, qui s'appelle Éloge littéraire d'Anders Breivik. Alors, je rappelle que ces ouvrages sont publiés aux éditions Pierre-Guillaume Deroux.
que cet éditeur est sur la place publique, que vous pouvez trouver il est distribué par tous les libraires, diffusé par les libraires classiques, et que donc si un libraire vous dit qu'il ne peut pas obtenir cet ouvrage, il vous ment, et c'est tout simplement qu'il ne désire pas le vendre. Alors, je vous rappelle que, en tout cas, il y a une librairie à Paris où vous pouvez le trouver, qui s'appelle la librairie Facta, enfin les trouver, qui est la librairie Facta qui est 4 rue de Clichy, où une signature était prévue samedi après-midi avec Richard Millet, qui ne pourra s'y rendre, mais Richard Millet signera les ouvrages la semaine suivante pour toutes les personnes qui se présenteront à la signature, à la librairie le samedi après-midi, et où les commandes seront prises. J'avais également le plaisir de recevoir donc Pierre-Guillaume Deroux, Pascal Lassalle, je ne sais pas si vous restez avec nous pour la seconde partie de l'émission. François Bousquet. Non, je gagne le Rouergue là. Voilà, donc François Bousquet va nous quitter.